Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Dominique Joly. Bonjour Monsieur Dominique Joly. Bonjour Monsieur Dim. Vous êtes le directeur de la Walker School of Business and Technology à la Webster University de Geneva. Vous êtes également professeur de stratégie d'entreprise et par la même occasion, vous êtes également consultant. Vous avez accompagné pendant plusieurs années des entreprises, notamment des multinationales. Vous connaissez plus ou moins l'environnement au niveau de la Chine. La Chine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Chine, ça bouge. Ça bouge et puis surtout, c'est vrai que c'est préoccupant. Alors pourquoi c'est préoccupant? Parce que déjà depuis plusieurs années, on a un taux de croissance qui baisse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de business. Hein. Il y a toujours plus de business, mais le taux de croissance, lui, en revanche, c'est réduit. Alors ça, c'est une préoccupation parce que quand il y a un taux de croissance qui se réduit pour l'ensemble de l'économie, ça veut dire que d'un secteur d'activité à l'autre, il peut y avoir des différences et il peut y avoir des secteurs qui plongent. Okay, il y aura toujours des secteurs qui montent, mais il y a aussi des secteurs qui plongent. Et c'est là où ça peut être préoccupant, notamment parce qu'il y a des surcapacités. Hein. C'est un petit peu ça quand même, la chose qui inquiète beaucoup vu de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent tirer avantage de cette situation? Alors, il y a effectivement des secteurs qui peuvent très largement tirer avantage des difficultés rencontrées par les Chinois. Et là, il y a une chose que tout le monde sait bien, c'est le problème de la pollution, qui est un problème terrible aujourd'hui dans les grandes villes, dans des villes comme Shanghai, dans des villes comme Pékin, dans des villes comme Canton, Wuhan. C'est un problème terrible. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va être encore pire dans le futur, parce que dans le futur, c'est à peu près clair qu'on aura des problèmes de santé publique majeurs. Donc là, il y a un problème sociétal important pour les Chinois, mais sans vouloir être cynique, c'est quelque part aussi une opportunité pour nos entreprises. Parce que tous ces problèmes de pollution ne peuvent être résolus que par la technologie. Et la technologie verte, elle est souvent, encore maintenant, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée. Donc c'est précisément pour ces entreprises non chinoises une opportunité que les difficultés qu'ont les Chinois en matière de pollution. Alors, ce qui est quand même assez bizarre dans le raisonnement que vous êtes en train de mettre, c'est que ce ralentissement de la deuxième économie mondiale n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui change cette fois-ci? Alors, effectivement, c'est pas nouveau, c'est depuis 2011. Hein. Alors, pour faire vraiment très schématiquement, depuis la politique de la porte ouverte de 78, on a eu des taux de croissance entre 8 et 10%. Énorme, énorme. C'est ce qui a permis à la Chine cet incroyable développement. Alors maintenant, depuis 2011, on a une baisse de l'activité. Maintenant, ce que je voudrais souligner tout de même, pour bien garder en tête les ordres de grandeur, c'est que même avec 6,9%, ce qu'ils ont fait l'année dernière, 6,9%, ici on est plutôt dans les 2%. 2%, Okay, 1%. même avec 6,9%, c'est l'équivalent de rajouter pour la Chine une économie comme l'Indonésie. D'accord ? Donc en fait, tous les ans, même avec cette baisse du taux de croissance, on est encore avec une Indonésie de plus, en termes d'économie, pour la Chine. Donc qu'est-ce qui change? Il change que, en fait, je crois que les problèmes sont en train de s'exacerber. On sait qu'il y a des problèmes de corruption, on les a vus avec l'intervention du président Xi Jinping. On a vu des écarts de richesse croître de façon absolument démesurée, et je pense qu'on atteint un stade où les dirigeants chinois commencent à prendre des risques sur cet aspect, d'accord, les écarts de revenus. Une illustration claire et nette de ça, c'est ce qui se passe en ce moment au Brésil. Vous savez qu'au Brésil, les écarts de revenus sont extrêmement élevés. On voit les tensions dans la société. Je pense que les Chinois, de ce côté, les dirigeants chinois, marchent sur des œufs parce que, je voudrais quand même rappeler qu'on est dans un pays communiste et que dans ce pays communiste, on a des écarts de revenus supérieurs à ceux qu'on trouve en Allemagne, supérieurs à ceux qu'on trouve en France et même aux États-Unis. Est-ce que cela veut dire que c'est mort pour les constructeurs, par exemple, tels que PSA ou alors Renault?
Alors PSA, ils sont déjà présents, donc ils sont présents avec une part de marché relativement réduite, surtout quand on met en rapport le fait qu'ils sont arrivés finalement assez tôt. Donc là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Renault arrive aussi très tard, parce qu'on est dans un marché qui passe à maturité. Toute la difficulté pour Renault, ça va être quoi? Ça va être de trouver sa place dans un marché qui arrive à maturité. Ça veut dire des clients qui savent ce qu'ils veulent. Okay, ils ont expérimenté plusieurs marques, ils ont acheté BMW, ils sont tout prêts à reproduire cet acte d'achat. Okay, donc si on veut, dans un marché à maturité, trouver de la place, il faut arriver à prendre soi-même une part de ce secteur en piquant des parts de marché aux autres. Donc c'est une autre affaire quand le taux de croissance est très élevé. J'aurais juste rappelé, parce que c'est quand même des chiffres étourdissants, le marché automobile était de moins d'1 million de voitures par an en 98. Aujourd'hui, on est rendu à 24 millions. D'accord ? Donc on a eu cette progression. Alors vous voyez, cette progression, cette courbe exponentielle, à un moment ou à un autre, elle va se transformer en courbe logistique et on va passer à maturité. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça pour l'automobile. En revanche, un dernier mot, il y a plein de secteurs qui restent avec d'énormes perspectives. J'aurais juste cité rien que 2 exemples. L'exemple de l'assurance, qui est un business qui marche super bien et dans lequel il y a toujours des perspectives très très fortes pour les entreprises étrangères, et même chose pour le tourisme. Merci, professeur Joly. Merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.